Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Madame Patricia Victorin. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes professeur des universités en langue et littérature médiévale à l'Université Bretagne Sud. Vous avez travaillé sur le roman arthurien tardif, le médiévalisme, c'est-à-dire la réception et la représentation du Moyen-Âge dans les siècles ultérieurs, et notamment du chroniqueur Jean Froissart. Vous avez également étudié les liens entre médiévalisme et orientalisme. Vous êtes membre du laboratoire Héritage et Création dans le texte et l'image, donc HCTI. Votre thèse en littérature française portait sur les modes de la création dans Isaïe le Triste, Tours, Tombeau, Fontaine et Vierge. En 2013, votre habilitation à diriger des recherches s'intéressait... Verger, pas Vierge, et Verger. Il y a une erreur en fait sur Internet. D'accord. Parce que sinon ça fait bizarre. Tours, Tombeau oui. Et Vierge. Le truc, ouais, un peu improbable quand même. Donc non, c'était Verger, plus modestement. Voilà. Donc en 2013, votre habilitation à diriger des recherches s'intéressait aux poétiques nostalgiques, traces et rémanences dans la littérature médiévale du roman arthurien tardif aux chroniques de Froissart. Vous avez dirigé par exemple Lire les textes médiévaux aujourd'hui, historicité, actualisation, hypertextualité en 2011, par le détail frontière entre l'accessoire et l'essentiel en 2016 et plus récemment médiévalisme et orientalisme, deux exotismes. Vous avez écrit Froissart après Froissart, la réception des chroniques en France du XVe au XIXe siècle. En 2017, vous avez proposé lors d'un congrès une communication intitulée « Le devenir du pape Go en perroquet, entre histoire et littérature ». Puis en 2022, vous avez écrit un article « Le conte de pape Go ou les aventures du jeune roi Arthur ». Ces approches en particulier autour des différents noms du perroquet vous amènent à vous intéresser de manière plus poussée à cet animal et à sa présence au cours des siècles dans les textes et les images, notamment dans les histoires et les bestiaires. Vous êtes invité aujourd'hui donc pour parler de votre ouvrage Le perroquet entre Orient et Occident, qui est paru en janvier 2025 aux Presses universitaires de Rennes dans la collection Épure, une collection dont nous avons déjà eu l'occasion de parler l'année précédente lors de la présentation de l'ouvrage de Dominique Frère sur les fromages antiques. Votre ouvrage s'articule en deux parcours, un diachronique qui étudie le perroquet de l'Antiquité à aujourd'hui et un transversal réalisant un lien entre l'Orient et l'Occident. Vous y étudiez l'évolution des connaissances scientifiques sur le perroquet, sa place comme animal de compagnie, mais aussi les différentes représentations et utilisations de l'animal. Donc pour commencer, on va vous poser quelques questions d'ordre plutôt général. Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur le perroquet ? Alors d'abord, j'espère que vous avez noté que j'avais revêtu une tenue verte intégralement à l'image du pape Go médiéval, qui est un perroquet vert, puisqu'au Moyen-Âge, on connaît un perroquet vert. Il faut attendre la découverte de l'Amérique pour découvrir le perroquet multicolore. Donc là, je me suis contentée de la période médiévale. Donc. Alors pourquoi le perroquet ? En fait, deux choses. Une première scientifique, une raison scientifique, je dirais, et une raison personnelle. Donc la raison scientifique, c'est que il se trouve que j'avais édité un texte, un roman arthurien de la fin du Moyen-Âge, qui s'intitule Le conte du pape Go, qui met en scène, donc à la toute fin du Moyen-Âge, le roi Arthur qui part en quête d'aventure, donc pour la première fois, et qui va rejouer les aventures précédemment interprétées, je dirais, par Lancelot, Érec, donc tous les chevaliers arthuriens de l'œuvre de Chrétien de Troyes. Et donc, dans le conte du pape Go, Arthur va conquérir, comme Érec en son temps, qui avait conquis un épervier, va conquérir un pape Go, un perroquet. Et donc, à partir de là, le pape Go va accompagner Arthur dans une cage, portée par un nain, va accompagner Arthur dans toutes ses aventures. Et désormais, Arthur est prénommé et dénommé le chevalier au pape Go, le chevalier au perroquet. Et donc, ça m'avait semblé intéressant parce que le pape Go perroquet est ici métaphore du déjà dit, du psittacisme, du fait que l'on se situe 3 siècles après Chrétien de Troyes et on va répéter Chrétien, mais on va le répéter en le déformant, un petit peu comme le fait le pape Go. Et donc, il me semblait qu'à partir de ce roman-là, de cette occurrence littéraire-là, se jouait un glissement important, à savoir le passage d'oiseau de la lyrique, le pape Go, que l'on trouve par exemple dans le cortège du dieu Amour dans le roman de la Rose, au perroquet, c'est-à-dire oiseau de la parodie, de la répétition déformée. D'accord ? Et donc là, il me semblait qu'il y avait un seuil, un glissement.
Donc ça m'a intéressée. Bon, et puis la deuxième raison, plus personnelle, je le disais, mais comme j'en parle dans le livre, je me sens autorisée à le dire là en public. Il se trouve que quand j'étais petite, j'avais un oncle qui vivait en Guyane. Et cet oncle, je l'ai vu une fois quand j'avais 6 ou 7 ans, et il m'avait dit, tu sais, la prochaine fois que je te vois, je te rapporte un perroquet vert de Guyane. Et donc, moi j'en étais toute... Enfin, j'en étais plus que ravie. Donc j'avais annoncé ça à toutes mes copines, que j'allais avoir un perroquet vert de Guyane qui allait parler, bien évidemment. Et sauf que l'oncle, je ne l'ai plus jamais revu, et le perroquet, bien évidemment, non plus. Donc le perroquet, voilà, c'est une espèce d'oiseau là qui plane au-dessus de moi, voilà. Voilà. Alors je me suis dit, est-ce que je vais adopter un perroquet aujourd'hui? Mais en fait non, surtout pas. Ce serait pas un cadeau à lui faire parce qu'un perroquet, ça vit 70 ans. Enfin, ça peut vivre 70 ans. Donc là, il me reste pas 70 ans à vivre, a priori. Et du coup, je veux pas lui faire ce cadeau empoisonné parce qu'un perroquet ne se remet pas de la mort de son maître ou de sa maîtresse. Voilà. Après, il arrête de parler et puis généralement, il meurt de désespoir. C'est assez fréquent chez le perroquet. Alors, comment avez-vous choisi les bornes chronologiques et géographiques de cet ouvrage? Ah, bonne question. En fait, les bornes temporelles, je me suis dit autant partir d'une forme de début. D'où vient le perroquet médiéval? C'est un héritage de l'Antiquité. Voilà. Et puis je voulais voir jusqu'à aujourd'hui, enfin, ce qui se joue, même si c'est vrai que je me suis plutôt contentée du 19e siècle. Donc je dirais que je suis allée de l'Antiquité jusqu'au 19e. Mais malgré tout, j'ai pris plaisir à regarder les vidéos que je vous invite à regarder, les vidéos de perroquets sur YouTube, les perroquets qui dansent. Alors vraiment, si vous vous sentez un peu tristounette, eh bien vous regardez les vidéos de perroquets qui dansent. Alors sur des choses très diverses, ça peut être de l'électro, parce qu'ils dansent très différemment, selon la musique et le rythme. Du rock, etc. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le perroquet a un sens du rythme incroyable. Bon, je referme ma parenthèse. Et donc j'essaie de répondre à la question si je ne l'ai pas oubliée. Donc voilà pour les bornes chronologiques ou temporelles. Et puis vous m'avez dit aussi les bornes géographiques. Eh bien, dès ma découverte du conte du Papegaut, j'ai commencé mes recherches donc sur le perroquet, sur le Papegaut, et je me suis aperçue qu'il fallait aller puiser en Inde. Et qu'au fond, la question du Papegaut, au Moyen-Âge, elle était liée à la question du perroquet indien. Donc à partir de là, c'est vrai que alors j'ai favorisé le dialogue entre l'Inde et l'Occident. C'est vrai que je ne suis pas trop allée voir du côté de l'Amérique latine, j'aurais pu le faire, je l'ai fait, mais vraiment en pointillé, parce que tout simplement, je me sens pas légitime à le faire, et je laisse à d'autres le soin de faire ça mieux que moi. Voilà. Alors, vous êtes, comme évoqué, une spécialiste des orientalismes. Pouvez-vous nous expliquer justement le rapport entre le perroquet et l'orientalisme? Alors, je ne suis pas spécialiste de l'orientalisme, ce serait faire injure aux vrais spécialistes. Donc, disons que modestement, moi, je me suis intéressée à la question des médiévalismes et des orientalismes. C'est-à-dire comment, à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, les deux, enfin, le Moyen-Âge et les Orients, ou les Moyen-Âge et les Orients, sont construits de manière parallèle et avec des interpénétrations, puisque je me suis aperçue que bon nombre de médiévistes sont également orientalistes à cette époque. Donc ça ne me paraît pas anecdotique comme remarque. Donc je ne suis pas spécialiste de l'orientalisme. Quel est le rapport entre le perroquet et l'orientalisme? Eh bien, je vous renvoie plutôt aux représentations picturales des femmes, qui souvent sont dénudées, pas obligatoirement, mais qui peuvent évoquer les peintures orientalistes. Et dans ce cas, la femme dénudée ou éventuellement, enfin voilà, avec un rapport à l'érotisme légèrement
inscrit, enfin, et la présence du perroquet renvoie, enfin, à mon sens, à une forme de représentation de la femme orientaliste. Je ne sais pas si je réponds à la question. Alors, Gustave Flaubert ouvre et referme ce livre. Pourriez-vous éclaircir le rapport qu'il entretient avec l'animal? Ah, c'est un rapport complexe. À la fois, je pense, d'une forme de fascination pour l'animal, de familiarité avec l'animal et d'agacement, puisque c'est ce qu'il dit. Hein. Quand il travaille, alors je ne sais plus si c'est au moment où il travaille à sa nouvelle, son récit bref, Un cœur simple, où il est question d'une servante, Félicité, et d'un perroquet. Mais il dit, voilà, je travaille avec un perroquet empaillé à côté de moi, et ça commence à me fatiguer de le voir là. Et en même temps, Flaubert va s'entourer. Enfin, il y aura 3 perroquets liés à la figure de Flaubert. D'ailleurs, quand on va visiter le musée consacré à Flaubert, je crois qu'il y a 2 perroquets sous cloche dans le musée. Voilà. Et puis le perroquet, c'est l'Orient aussi pour Flaubert. Et vous savez que Flaubert est parti à faire un voyage en Orient, comme ça se faisait à cette époque, hein, au XIXe siècle, comme bon nombre d'écrivains romantiques, pas vraiment romantiques, mais voilà, qui étaient atteints par le fameux bleu, hein, la maladie du bleu, le blues, le spleen. Et donc on allait en Orient pour se guérir aussi de la maladie du bleu, du blues. Donc nous allons entamer les traditionnelles questions sur les presses universitaires de Rennes. Le petit format de la collection Épure restreint certains choix, surtout pour l'iconographie. Lorsqu'on lit votre ouvrage, on est assez surpris de voir beaucoup d'images en noir et blanc, alors que dans l'imaginaire, le perroquet évoque de suite des couleurs vives. Pourquoi alors avoir choisi cette collection? Ah, alors pourquoi avoir choisi cette collection? Alors, oui, pourquoi? C'est vrai que j'ai pas vraiment cherché. Alors, j'ai déjà fait paraître des ouvrages au Pur. J'ai parlé de l'ouvrage au directeur d'Épure, Pierre-Henri Frogne, qui m'a dit bah, super, je le prends pour la collection Épure. Bon, bah super, alors très bien, ok, ça marche. Sauf que moi, j'avais pas regardé d'ouvrage de la collection, et donc je ne savais pas que la plupart des illustrations seraient en noir et blanc. Et donc je l'ai appris tardivement, quand la chose était terminée. Et là, on me dit, bon, alors maintenant tu choisis, je ne sais plus, 4 ou 5 illustrations couleurs. Ah, mince, et les autres? Ah ben, elles seront en noir et blanc. Ah, remince, vous voyez? Mais voilà. Justement, par rapport à ça, pourquoi avoir choisi ces 4 images couleurs plutôt que d'autres? Alors, je ne suis pas sûre de les avoir choisies moi-même, hein, celles qui ont été finalement publiées en couleur. Alors, attendez, je les... Oui, bah non, c'est pas moi qui les ai choisis spécialement. Hein. Voilà. Donc, voilà. Comment avez-vous choisi une image de couverture, si vous l'avez choisie? Alors, ben, je ne l'ai pas vraiment choisie non plus, mais elle me convient parfaitement. Voilà. Vous voyez que finalement, l'auteur est limité dans ses choix. Parce que notamment, enfin, on voit que c'est un gris du Gabon, si je ne me trompe pas. Absolument. Moi, c'est la première remarque que j'ai faite. J'ai dit, j'aurais préféré un perroquet vert, ou encore, à la limite, un multicolore. Mais bon, ça a été un gris du Gabon. Bon, ok. Je ne suis pas contrariante, vous noterez. Hein. Concernant le perroquet de manière générale, quelles sont les origines du perroquet et d'où vient-il? Alors, je ne suis pas spécialiste de cette partie-là, voilà. Alors, le perroquet, en fait, on s'est aperçu qu'il y en avait un peu partout. On a découvert un perroquet préhistorique qui était énormissime. Je ne sais pas si j'en parle dans le livre ou si ça a sauté aux relectures. Non, alors, mais un perroquet énormissime, hein, vraiment un truc incroyable. Je savais même pas que ça pouvait exister un perroquet géant comme ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que le perroquet, dès qu'il apparaît, il est déjà fini, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne va plus changer, hein, contrairement à bon nombre d'animaux qui vont se transformer au cours du temps, hein, de la préhistoire à aujourd'hui. Là, il est parfait dès le début.
Alors bon, vous savez qu'on en trouve un peu partout, en Asie, en Afrique, en Amérique, voilà. Et puis maintenant, on trouve aussi la petite perruche verte jusqu'à Paris. Vous présentez les différents noms de l'animal, donc Psittacus, papegot, papeguet, perroquet. Y a-t-il une différence à faire entre ces vocables? Alors ça, c'est la question centrale. Et surtout, la question qui a été au cœur finalement de mon travail, c'est la suivante, c'est pourquoi le mot perroquet a-t-il détrôné le mot papegot? D'accord? Donc je rappelle, en latin, on a Psittacus. Psittacus, ça va donner toute la famille, Psittacisme, Psittacidés, donc plutôt savante, hein, les mots de formation savante. Bien. Ensuite, on a le mot papegot en langue d'Oïl et papeguet en langue d'Oc au Moyen-Âge. Ces deux mots viennent de l'arabe, babaga, d'accord, qui lui-même vient du persan, bref. Donc là encore, ça nous renvoie à l'Inde. Ok. Et donc, nous, on dit un perroquet aujourd'hui. Alors, pourquoi le perroquet a-t-il détrôné le mot papegot? Il n'y avait aucune raison objective. Donc, où apparaît la première occurrence du mot perroquet? Elle apparaît dans un tout petit récit, vraiment anecdotique, hein, dans un tout petit récit qui est inséré dans un gros texte, Le Chevalier errant de Thomas de Saluces, qui date de la fin du Moyen-Âge. Et dans Le Chevalier errant de Thomas de Saluces, qui n'a pas été un best-seller, hein, il y a donc ce microtexte, l'histoire de la dame et de ses 3 papegots. Alors je vous la raconte si j'ai le temps ou non. Oui, d'accord. Alors l'histoire de la dame et des 3 papegots, c'est l'histoire suivante. Une dame trompe son mari. Et comme son mari se doute que la dame est un peu volage, il a posté 3 papegots qui doivent la surveiller, qui sont les gardiens de la dame. Ça, ce motif-là, on le trouve dans la littérature indienne médiévale. Hein, donc c'est vraiment un motif proprement indien, de la dame gardée par des perroquets. Et donc, une fois le mari parti, la dame fait ce qu'elle a à faire avec son amant, et sa servante lui dit « Mais oulala, madame, que vont dire les papegots au retour de votre mari ?» Ah, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Donc, on va interroger le plus petit. Donc, on va voir le plus jeune papegot. « Alors, perroquet, tu as vu quelque chose ?»« Ah oui, j'ai bien l'intention de le dire à mon maître dès son retour. » On lui tord le cou, on dira que c'est le chat. On va voir le deuxième papegot. « Et toi, perroquet ?» Un peu plus âgé, hein. Et toi, perroquet, tu as vu quelque chose? Ah oui, non seulement j'ai vu ce que vous avez fait avec votre amant, mais j'ai vu ce que vous avez fait à mon petit frère, et j'ai bien l'intention. On dira que c'est le chat. Et on va voir le plus vieux, le plus sage des 3 perroquets. Et toi, perroquet, tu as vu quelque chose? Moi, madame? Non, y avait-il quelque chose à voir? Et donc, celui-là a la vie sauve, bien évidemment. Donc vous voyez que déjà, première entorse au premier paradoxe, c'est que c'est un perroquet qui refuse de dire, qui refuse de répéter. Hein, bon. Alors, la question que je me suis posée, c'est, je comprends que le mot renard ait remplacé le mot goupil par antonomase, parce que le goupil prénommé Renard, dans le roman de Renard, c'est un vrai best-seller au Moyen-Âge. Donc, c'est normal, tout le monde connaît Reginald, Renard. Donc ça, c'est OK. Mais là, perroquet, dans ce texte-là, inconnu au bataillon, qui n'a pas été du tout un succès de librairie, comment expliquer que le mot perroquet ait remplacé le mot papegot? Toujours par antonomase, puisqu'il n'existe que 2 antonomases animales, c'est le goupil renard et le papegot perroquet. C'est-à-dire, on passe d'un nom commun à un nom propre, et ce nom propre devient lui-même nom commun. D'accord? Bon. Donc, mon hypothèse, qui pour l'instant n'a pas été... enfin, on ne m'a pas montré qu'elle était fausse, mon hypothèse est la suivante. Les perroquets du Moyen-Âge étaient prénommés perroquets. C'était leur prénom.
Et ça expliquerait, dans ce cas, que le mot perroquet l'ait emporté sur papegau. Et là, de manière symptomatique, les 3 papegos sont prénommés perroquet. Perroquet, ça veut dire quoi? Ça veut dire parrot. Parrot, en anglais. Petit Pierre. Pierre. Pierrot. Et aujourd'hui, on les appelle comment, les perroquets, quand on n'a pas trop d'imagination? Jaco, Coco. Eh bien, au Moyen-Âge, il s'appelait Pierrot. Voilà. Donc, hypothèse qui, pour l'instant, tient encore la route. On verra si... Vous mentionnez fréquemment Michel Pastoureau. Il est évident que, tout comme lui, vous établissez un lien entre la thématique de l'animal et de la couleur. Est-ce une approche inspirée de l'historien? Comment faire l'économie de l'historien qui a tout révolutionné en matière animale, en symbolique des couleurs, pour ce qui est de la médiévistique, hein, évidemment, que Pastoureau est pour moi à la fois un modèle, une référence, voilà, c'est quelqu'un qui m'a donné aussi le goût du Moyen-Âge. Donc je ne pouvais que lui rendre hommage. Voilà. Au cœur de votre ouvrage, on trouve la question de la capacité du perroquet à s'exprimer. Alors pourquoi le perroquet a-t-il la capacité de parler et parle-t-il vraiment? Mais bien sûr qu'il parle vraiment. Alors pourquoi a-t-il la capacité? Alors j'essaie de l'expliquer modestement, parce que là encore, c'est pas du tout ma spécialité, mais je me suis dit qu'il fallait bien que je réponde à la question. Donc pourquoi parle-t-il vraiment? Alors parce qu'il est doté d'une syrinx, l'équivalent de notre larynx, un petit peu particulier, qu'il a aussi un système de connexion neuronale particulièrement au top, et que tout cela explique voilà, qu'il ait cette capacité. Alors il y en a d'autres qui ont cette capacité à parler, les ménates, mais bien moindre. Et il faut savoir que celui qui parle le mieux, c'est le gris du Gabon. À plusieurs reprises, vous faites mention des similitudes entre le perroquet et le singe dans les textes. Qu'est-ce qui lie ces deux animaux et quelles sont ces similitudes? Alors, ces deux animaux sont des animaux de l'imitation. L'un pour le geste, l'autre pour la parole. Et comme dit Buffon, si le singe, s'il y avait eu un animal qui était à la fois un mélange du singe et du perroquet, l'homme aurait eu des soucis à se faire. D'accord? Parce que à la fois les gestes et la parole, ça fait beaucoup. Et en fait, dans les représentations, alors j'en parle pas vraiment dans le texte, mais dans les manuscrits médiévaux, on voit souvent, dans les marges des manuscrits, ce qu'on appelle les marginalia, on voit souvent la représentation à la fois du papegau, du perroquet vert, et du singe. Et puis, dans les peintures plus tardives, jusqu'au, je dirais, XVIIIe siècle, peut-être 19e, alors vraiment début 19e, les deux aussi peuvent être coprésents sur une peinture aux côtés d'une dame, avec l'idée de la rivalité. Lequel des deux va être le chouchou de la dame, en quelque sorte. Alors, comment expliquer le fait que le perroquet soit justement souvent vert dans les textes et dans les tableaux, et quel lien cela a-t-il avec la piraterie? Très bonne question. Alors, pourquoi est-il souvent vert dans les tableaux? Vous noterez qu'il est vert dans les tableaux jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Après, il se colore, il devient multicolore. Alors, le perroquet de la piraterie, c'est pas le perroquet vert. Le perroquet vert, c'est vraiment le perroquet médiéval et puis post-médiéval, mais enfin. Le perroquet de l'explorateur, c'est celui qu'on va ramener d'Amérique, puis ensuite d'Afrique, etc. Et c'est vraiment celui-là qui ira se percher sur l'épaule du pirate. C'est pour ça que c'est pas le même, et il n'a pas le même symbolisme. Il y a d'un côté le papegau vert, qui est l'oiseau de la lyrique et de la répétition, qui est le gardien de la dame. Il est davantage lié à la femme, pardon. Et de l'autre, un perroquet multicolore, plus masculinisé, puisqu'il est du côté du pirate. D'accord? Donc on a deux perroquets. Un autre thème de votre ouvrage est le rapport entre les humains et les perroquets. Vous expliquez qu'il existe, notamment au XVIe siècle, une sorte de tabou sur le fait de consommer du perroquet. Pourquoi un tel tabou alors que la consommation d'autres animaux exotiques était courante? Oui, on mange du paon, on mange du dindon, la poule d'Inde, le dindon, mais après on le trouve trop vilain, donc on préfère manger du paon.
Alors, le perroquet, pourquoi est-ce qu'il y a un tabou? Parce qu'il parle. Donc, c'est difficile de manger une bestiole qui parle quand même. Et puis, par ailleurs, ça nourrit pas son homme, un perroquet. Hein, donc, ça fait deux raisons. Mais enfin, il semblerait qu'aux Antilles, on l'ait mangé, le perroquet, ce qui expliquerait qu'il n'y en ait plus vraiment, à part en Guyane, où il a été moins mangé. Mais en Guyane, on continue de manger du toucan, par exemple, ce que je trouve vraiment terrible. Pourquoi l'attachement à l'animal en général et pourquoi les puissants comme les empereurs romains, les seigneurs de la période médiévale ou encore les papes de l'époque moderne apprécient-ils la compagnie de cet animal? Alors oui, le perroquet, lui, c'est un animal de compagnie. C'est ce qu'on appelle un animal inutile. Inutile parce qu'il ne sert à rien à part tenir compagnie. Alors pourquoi on l'apprécie? Parce qu'il est rare, d'abord. Donc c'est vrai que les nobles du Moyen-Âge, le top du top, c'est d'avoir un perroquet. Les femmes aiment beaucoup s'entourer de perroquets. C'est d'ailleurs un cadeau féminin qu'elles se font entre femmes de la haute aristocratie, de la haute noblesse. Quand on voyage avec son perroquet, hein, donc la cage portative, voilà. Et le pape, on dit que le perroquet est lié aussi à la figure du pape parce qu'il est capable de dire Ave. D'ailleurs, ça explique aussi que le perroquet soit lié à la figure de Marie, la Vierge Marie, parce qu'il y a aussi Ave Maria. Hein, donc on le voit souvent, le perroquet, aux côtés de la Vierge Marie dans la peinture religieuse. Quel est l'intérêt des ménageries et volières dans l'étude du perroquet? Là, dans le livre, vous voulez dire? Quel est l'intérêt? Peut-être aucun. Je ne sais pas. Je trouvais que c'était intéressant de voir s'il avait sa place dans les ménageries, aux côtés de quels animaux il figurait, comment s'effectuait le passage de la volière ou des ménageries à la sphère privée, hein, à quel moment le perroquet se popularise. Donc c'est à partir du 19e que quelqu'un de la petite bourgeoisie peut avoir son perroquet. Hein, donc il faut attendre quand même quelques siècles pour que. Et on voit donc des petites annonces où on dit voilà, recherche perroquet, sachant faire ci ou faire là, chanter ci ou chanter ça, et voilà. Alors, le perroquet n'est pas un simple animal puisqu'il est plein de significations. En quoi le perroquet est-il l'emblème de la merveille indienne et pourquoi est-il un symbole justement d'exotisme et de pouvoir? Alors, en quoi est-il un symbole de la merveille indienne? Déjà, il vient d'Inde tel qu'on le connaît au Moyen-Âge, puisque moi je m'intéresse surtout à la période médiévale, hein, c'est mon tropisme. Donc il vient d'Inde. Pourquoi il incarne mieux que toute autre merveille indienne? Parce qu'il c'est étonnant quand même, un animal qui parle. Je pense que tout vient de là, hein. C'est l'oiseau qui parle, qui fabloie. Donc ça provoque l'émerveillement absolu, puisqu'on pense a priori que le langage est le propre de l'homme. Donc là, il y a un paradoxe quand même dans cet animal. Et du coup, j'ai oublié le reste de la question. Pourquoi est-il un symbole d'exotisme et de pouvoir? D'exotisme, parce qu'il vient d'ailleurs, parce qu'il ne ressemble qu'à lui-même, au fond, et de pouvoir, parce qu'il est rare, et donc c'est mieux qu'une Porsche, à l'époque. Donc vous l'avez mentionné plus tôt, la découverte des Amériques marque l'importation du perroquet, ou plutôt de certains perroquets, en Europe, et avec lui la naissance de nouveaux codes culturels et la réécriture de certains mythes. Quels sont-ils? Alors, la réécriture de certains mythes. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Parce que je ne vois pas du tout ce que vous... Là, comment vous articulez le... alors, je ne sais plus. je sais plus. Alors, en fait, oui, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. En fait, je pense déjà un peu répondu à la question. C'est-à-dire qu'à partir de la découverte de l'Amérique, il va y avoir ce perroquet multicolore. Et du coup, avec ce perroquet-là, on va créer, à partir du XVIIIe siècle, la figure de l'explorateur, puis du pirate, enfin voilà. Et donc il y a toute cette mythologie-là de l'exploration, des aventures, qui va venir se greffer. Alors vous indiquez justement que le perroquet a une symbolique religieuse, et quelle est cette symbolique? Elle est multiple. Alors
Dans les bestiaires du Moyen-Âge, il est dit qu'il existe 2 sortes de perroquets. Les perroquets vilains, c'est-à-dire non nobles, roturiers, qui sont dotés de 3 griffes, et les perroquets nobles, qui eux sont dotés de 5 griffes. Bon. Et on nous explique dans les bestiaires du Moyen-Âge, donc les bestiaires du Moyen-Âge sont des espèces d'encyclopédies qui renferment, qui recueillent tous les animaux, réels ou inventés, auxquels, pour les gens du Moyen-Âge. Donc il y a aussi la licorne, la lucrotte, moins connue que la licorne, mais qui mériterait d'être redécouverte, et donc le perroquet. Et donc le perroquet roturier, vilain, c'est le pêcheur en fait. Alors que le perroquet noble, celui qui est doté de 5 doigts, c'est celui qui va dans le sens de Dieu et du divin. Bon, donc dans ces bestiaires, on apprend par exemple que le perroquet est un animal très propre, qui ne se tache pas. Et avec cette mention-là, on fait un pas vers l'Immaculée Conception, vers la Vierge Marie, vous voyez, sans tache, pure. C'est aussi un animal, je vous le disais, qui est capable de dire Ave, d'où ensuite le lien vers Ave Maria. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de liens qui se tissent. Et donc, dès le XVe siècle, même un peu avant, eh bien, on voit des papegos verts figurer auprès de la Vierge Marie ou du Christ. Je voulais mettre une carte de vœux du XVe siècle où on voit le Christ avec un perroquet dans la main. Mais je pense que ça n'y est plus là-dedans, non? Ah, je crois pas. Non, je pense qu'on a dû me le faire sauter. Hop, au revoir. Mais d'abord, je trouvais ça intéressant parce que d'une part, on apprenait qu'on écrivait aussi des cartes de vœux dès le XVe siècle. Personnellement, je ne le savais pas. Et puis voilà, je trouvais que c'était intéressant. Mais effectivement, bon, il faut faire des choix. Pour terminer, nous voudrions aborder le lien particulier du perroquet avec les femmes. Donc, dans votre ouvrage, on constate un lien entre le perroquet et la femme, c'est celui de l'érotisme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le perroquet est un animal lié à la sexualité féminine? Alors, à la sexualité, je ne sais pas, mais à l'érotisme, certainement. Bon, je distingue un peu les deux. Il y a 2 traditions qui viennent se conjoindre. La tradition indienne, où je vous l'ai dit, dès le 5e, 6e, 7e siècle, le perroquet est lié à la figure de la femme en tant que gardien. Et donc, il est question dans le Tutinamé, par exemple, les contes du perroquet indien, d'un perroquet qui va jouer le rôle de Scheherazade dans les 1001 nuits, c'est-à-dire qu'il va raconter à la dame des histoires toutes les nuits pour qu'elle n'aille pas voir son amant. D'accord? Dans les 1001 nuits, Scheherazade raconte des histoires pour ne pas se faire couper la tête, pour ne pas mourir. Mais là, le perroquet raconte des histoires pour l'empêcher d'aller voir son amant. Donc, le perroquet est lié à la figure du gardien de la dame et en même temps une figure métaphorique de l'amant. Parce qu'il prend la place, métaphoriquement, de l'amant. Ça, c'est le premier point. Donc, première tradition venue d'ailleurs de l'Inde. Deuxième tradition, plus ancienne, qui vient de l'Antiquité cette fois. Chez Ovide, il est question du perroquet de Corinne, qui pleure son perroquet, qui est mort, je ne sais plus comment, dans la gueule d'un chien, bon, je ne sais plus, bon bref. En tout cas, son perroquet, c'est son confident, celui qui l'accompagne. Voilà. Donc on a aussi cette figure du perroquet confident de la dame qui assiste à sa toilette matinale. Donc finalement, qui a toutes les privautés, en quelque sorte, métaphoriquement, de l'amant. Donc on a vraiment à la fois la figure du gardien, du confident et de l'amant. Donc très tôt. Et ça explique qu'on le retrouve auprès d'une femme dans la peinture plus tard. Alors pour finir, comme vous l'indiquez dans votre conclusion, l'étude des perroquets n'est pas terminée. Est-ce qu'il s'agit d'une étude que vous souhaitez poursuivre dans l'avenir? Alors pour ma part, elle est terminée. Je n'ai plus rien à dire sur le sujet. Voilà. Mais bon, si d'autres ont des choses à dire, eh bien, libre à eux. Voilà.
qu'ils se sentent autorisés à amplifier ce tout petit ouvrage. Mais voilà, pour ma part, je vais passer à autre chose en fait. Merci à vous deux, merci.